Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous suivez les programmes de Walf TV. Nous sommes dans la série de rétrospectives pour la fête de fin d'année. Aujourd'hui, nous consacrons notre thème autour de l'éducation et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Cheikh Mbow de la COSYDEP. Monsieur Mbow, bonsoir. Bonsoir Théo. Et Mohamed Diagne, qui est le directeur de la formation et de la communication au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Diagne, bonsoir. Bonsoir Théo. Oui, et Omar Wali Zoumarou, qui est le secrétaire général du CELS originel, par ailleurs coordinateur du Grand Cadre. Monsieur Zoumarou, bonsoir. Bonsoir Théo. Alors aujourd'hui, nous allons débattre autour, comme je vous l'ai dit, de l'éducation. Nous avons constaté que cette année, l'année scolaire écoulée 2017 a été quand même très mouvementée. Il y a eu beaucoup de soubresauts sur l'espace éducatif, obligeant même parfois les élèves à descendre dans la rue pour exprimer leur cri du cœur, à savoir qu'on veut aller en classe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que d'abord je vais commencer par Omar Wali Zoumarou. Omar Wali Zoumarou, nous avons constaté que cette année, il y a eu quand même beaucoup de remous dans le système éducatif, beaucoup de perturbations. Pourquoi? Bonsoir à tous les téléspectateurs de Walfadjri. Je ne saurais commencer mon propos sans renouveler nos sincères condoléances à toute la famille de Walfadjri, la famille de feu Sidi Lamine Niasse et tous ceux-là qui l'ont aimé, qui l'ont adoré et surtout qui ont salué l'immense travail qu'il a effectué dans le paysage médiatique du Sénégal. Et après ces condoléances, je m'en vais surtout saluer les enseignantes et les enseignants par rapport surtout aux conditions difficiles dans lesquelles ils sont obligés de travailler tous les jours. Ces conditions qui ont mené à une lutte âpre durant l'année scolaire 2017-2018. Donc, par rapport à tout cela, nous tenons à non seulement saluer leur courage, leur engagement, leur détermination, mais également à les exhorter à poursuivre dans l'effort. Effort qui consiste à non seulement s'acquitter correctement de leur travail, mais également à ne ménager aucun effort pour bénéficier de tout le respect, en tout cas, qu'il faut pour que nous puissions avoir un bon système éducatif. Vous l'avez dit, Monsieur Théodore, effectivement, l'année scolaire 2017-2018 a été une année particulière, une année qui a été marquée par une très longue lutte qui dans un premier temps ne concernait que les enseignantes et les enseignants, mais qui au fil du temps a fini par embraser tout le système. Les potages s'y sont mêlés et même parfois les parents ont été obligés de monter au créneau pour pouvoir essayer d'aider, de trouver des solutions par rapport à cela. Et ce qui l'explique, c'est simple, hein. Nous avons en face de nous un gouvernement qui tarde toujours à matérialiser les accords qu'il signe avec les organisations syndicales que nous sommes. Pour rappel, ce qui s'est passé l'année dernière, c'était un combat pour le respect des accords signés le 17 février 2014, figurez-vous. Donc, 4 ans après la signature de ces 10 accords, pratiquement la quasi-totalité des points connaissait une souffrance par rapport à la matérialisation, par rapport à la mise en œuvre. C'est pourquoi, de guerre lasse, nous avons été obligés de non seulement plonger dans la lutte, mais également d'alerter tous les leaders d'opinion, comme ce fut le cas pour l'année scolaire 2016-2017, où c'était les chefs religieux qui étaient montés au créneau pour pousser le gouvernement, pour pousser le président à apporter des réponses par rapport à tout cela. Mais est-ce que ça c'est normal que les enfants soient quand même les agneaux du sacrifice? Mohamed Diagne, par rapport à cela, on a vu que les élèves toujours dans la rue, alors que leur place, certains membres du gouvernement, leurs enfants sont dans les écoles, vraiment, je dirais, des écoles d'élite, et l'école publique qui les a forgés, on voit que ces élèves sont dans la rue. Merci. À la suite de SG Zoumarou, je voudrais, au nom du ministère de l'Éducation nationale, présenter nos condoléances au groupe Walfadjri, à l'occasion du rappel à Dieu de Feu Sidi Lamine Niasse, qui est parti, mais qui est là. Puisqu'en Afrique, on dit que les morts ne sont pas morts.
d'autant plus que son œuvre est là, qui témoigne qu'il a vécu utilement et même donc outre-tombe, qu'il continue véritablement à participer à, à notre vie à travers donc, ce groupe-là qu'il a mis en place. Maintenant, vous savez, ce qui est positif dans tout cela, quand vous regardez les images, et Zoumar ou Cheikh ne me laisseront pas mentir, de notre temps, c'est nous qui faisions les grèves. De notre temps, c'est nous qui faisions les grèves. Les enseignants, ils venaient. Maintenant, c'est les élèves qui réclament d'être en classe, qui veulent apprendre. Nous voulons étudier. Je pense que ça, c'est très positif, on peut avoir confiance en aux générations qui vont venir. Pour revenir à la crise maintenant, la crise ne date pas de 2014, c'est une crise qui est cyclique, qui est là. Je pense que depuis 1988, l'école sénégalaise est en crise. Ça aussi, il faut le noter. Pendant longtemps, il y a des décisions qui ont été prises, surtout à partir de 2000. Bon, des décisions ont été prises par des gouvernements qui nous ont rattrapés. Donc voilà, les syndicats réclamaient des choses impossibles, le gouvernement promettait des choses impossibles. Évidemment, on en est arrivé à 2014. Maintenant, sur la crise de l'année dernière. Mais pourtant, vous avez dit que, en son temps, qu'on se rappelle du ministre Mansour qui disait que l'État signe des accords réalistes et réalisables. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute d'avoir mis la charrue devant les bœufs en n'étudiant pas, en ne regardant pas votre budget? Est-ce que votre budget peut prendre suffisamment les préoccupations des enseignants? Oui, je pense que souvent on nous répète cela. Mais je pense que les accords sont réalistes, non seulement sont réalistes, mais sont en train d'être réalisés. Seulement, nous ne sommes pas d'accord sur le rythme, il l'a indiqué tout à l'heure, de réalisation. La plupart des enseignants, je ne cesse de le dire, la plupart des enseignants, leur problème, c'est des problèmes de carrière. Mais ce qui a plombé l'année dernière, c'est surtout la question de l'alignement, qui pour le moment, qui est pratiquement impossible, puisque Abdoulaye Wade s'est levé un jour, il a augmenté des salaires le président Abdoulaye Wade, excusez-moi, le président Wade a augmenté des salaires aux magistrats, ce qui est légitime, puisque le magistrat, lui, il juge des citoyens. Il ne faudrait pas qu'il mette des gens en prison et qu'ils se retrouvent dans un cas rapide. Nous sommes d'accord. Mais le magistrat, en même temps, est d'égale dignité avec le professeur d'enseignement secondaire. Donc, ils ont dit à grade égal, salaire égal. C'est ce qui était impossible du point de vue budgétaire. C'est ça qui a... Mais sur les autres revendications, quand même, le gouvernement avait fait beaucoup de choses. Et nous y reviendrons. On sait que l'État est une continuité. Cheikh Mbow, par rapport à la crise sans précédent qui a secoué 2017, obligeant, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que les enfants descendent dans la rue, l'analyse que vous faites de cette année mouvementée de 2017. Oui, Théo, je voulais en profiter pour saluer les téléspectateurs de ma famille, saluer aussi le secrétaire général Soumarou et mon ami le directeur Diagne pour cette invitation. En profiter évidemment pour présenter nos condoléances, nos sincères condoléances à la famille de la presse et particulièrement à Walfadjri suite au rappel à Dieu de Sidi Lamine Niasse. Sidi Lamine Niasse, justement, puisqu'on parle d'éducation, qui devrait être présenté comme étant une référence. Aujourd'hui, notre peuple a besoin d'avoir des hommes de valeur et lui, je crois qu'il a marqué son temps de par sa constance, de par ses convictions et nous avons évidemment besoin d'avoir des hommes qu'il faut évidemment mettre en avant et proposer comme exemple à suivre par nos élèves et les apprenants. Donc encore une fois, toutes nos condoléances. Oui, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est une situation assez stressante. Vous vous rappelez que c'est une année, ça fait partie des années qui ont connu la lutte la plus longue. Ça a duré plus de 6 mois. Ceci n'est pas acceptable. Mais ensuite, ça n'a pas touché tous les enfants. Ça veut dire qu'il y a un problème d'équité et de justice tout court qui se pose. Chaque fois qu'il y a perturbation ou grève, c'est juste une catégorie d'enfants. Ça veut dire ceux qui fréquentent l'école publique qui sont menacés. Mais ensuite, même parmi eux, c'est particulièrement ceux qui ne sont pas dans des classes d'examen. Parce que ceux qui fréquentent les classes d'examen, les enseignants trouvent toujours des stratégies pour continuer à les soutenir et à les encadrer.
Donc ça, c'est un problème en termes d'équité, en termes de temps d'apprentissage qui doit être en tout cas géré, parce qu'à l'heure du bilan, à l'heure de l'évaluation, on ne tient jamais compte de celui qui a subi une grève à celui qui ne l'a pas subi. Donc, je crois que c'est une question qui est là, qui aujourd'hui nous préoccupe fortement. Mais ce qui justifie cette situation, nous pensons qu'il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels on voudrait mettre le focus. Le premier élément, c'est avoir un système, un dispositif qui puisse capter, analyser, exploiter les alertes. Parce qu'avant qu'il y ait grève, chaque fois, il y a suffisamment d'alertes qui soient postées à travers des communiqués, des réflexions que nous, organisations de la société civile, nous postons, ou à travers des préavis qui sont envoyés par la partie syndicale. Donc, il faut qu'on soit plus proactif et ne pas être dans une situation de pourrissement pour devoir sauver toujours l'année in extremis. On s'est rendu compte que, puisqu'on a pu avoir les armes pour décanter la situation à la dernière minute, on avait certainement ces mêmes armes qu'on pouvait, en tout cas sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour anticiper sur ce qui s'est passé. Ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel. Quelle est notre capacité d'écoute des alertes, d'écoute des préavis, pour qu'on puisse anticiper sur les difficultés. Ça, pour nous, c'est un élément explicatif majeur qu'il faut prendre en charge. Deuxième élément pour nous qui est essentiel dans ce qui s'est passé l'année dernière, évidemment, c'est la politique du pourrissement. Ça aussi, c'est très lié, hein, la politique du pourrissement. Et donc, qui fait aujourd'hui que nous perdons beaucoup de temps pour enfin trouver des solutions. Moi, je ne cesserai de dire qu'au Sénégal, nous avons toute l'intelligence nécessaire. Nous avons les ressources humaines qu'il faut, nous avons les outils qu'il faut, nous avons suffisamment discuté, des consensus forts ont été construits. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit dans cette situation de 6 à 7 mois de grève, de perturbation. Ce n'est pas acceptable. Donc, c'est voilà, en termes d'explication pour nous, ce qui pouvait justifier ce qui s'est passé l'année dernière. Maintenant, aujourd'hui, il faut apprendre de ce qui s'est passé, tirer les leçons de manière courageuse et veiller à ce que plus jamais on ne vive ces situations pareilles. Alors, au-delà de ça, nous avons connu des grèves tout le temps, comme je l'ai dit, des grèves qui ont abouti à des accords. Nous avons vu même l'exemple de la marche des enseignants à Diourbel, le cas des élèves de Ziguinchor, de Diourbel aussi, de Touba, donc qui ont investi les rues, comme je l'ai dit, et il y a eu des protocoles. On a vu que février 2014, nous sommes revenus au 30 avril 2018. Entre-temps, qu'est-ce qui a été enregistré comme quand même effet positif dans la signature de ces accords? Je crois que je ne pourrais pas m'exprimer par rapport à votre question sans pour autant développer un peu sur l'argumentaire de monsieur le directeur Diagne. Vous savez, ce n'est pas un problème d'héritage en réalité. Les problèmes saillants de notre plateforme revendicative tournaient autour de lenteur administrative, de paiement de rappel, d'une bonne politique d'habitat social, où nous avons eu des acquis, de réels acquis, qui ont été remis en cause par le régime actuel. Si on prend l'exemple des lenteurs administratives, nous sommes arrivés à un stade où, avec le reclassement universel des corps émergents qui a démarré en 2008, où à chaque fois que le maître contractuel ou le professeur contractuel avait son diplôme, qu'il avait la possibilité en moins de 6 mois d'entrer en possession de son acte et de pouvoir en tout cas attendre sagement sa mise en solde. Mais de 2012 à 2014, nous avons vécu une situation qui en fait c'était comme s'il y avait un goulot d'étranglement qui rassemblait, qui amassait les dossiers et qui faisait de sorte que des milliers d'enseignants avaient des difficultés pour entrer en possession de ces actes-là. Mais est-ce que ce n'est pas la politisation du système syndical, où on va des syndicats bleus-jaunes, demain des syndicats marrons à côté? Est-ce que ce n'est pas ça? Non, c'est pas ça du tout. En réalité, nous avons toujours dit il faudrait que le gouvernement, que le président d'abord, qui est le patron du gouvernement, comprenne que l'école, c'est une priorité pour nous. Ça doit être une priorité pour tout le monde. S'il y a des enseignants qui sont les principaux acteurs, nous ne remettons pas la centralité sur l'élève, mais nous considérons les enseignants comme étant les principaux acteurs du système. Parce que tout simplement, ce sont des citoyens qui sont payés pour un travail. Avec les ressources de ce pays, il faudrait que ces derniers payés puissent faire correctement le travail. Mais comment est-ce qu'ils feraient ce travail-là s'ils ne sont pas en tout cas dans les conditions de le faire? Pour revenir à ces points de revendication, j'ai parlé de l'entrée administrative. La question des rappels. Au moment où l'on vous mettait en solde 2 mois après la sortie de votre acte, vous aviez tout au plus 2 mois d'attente pour entrer en possession de votre rappel. Aujourd'hui,
les rappels dus aux enseignants avoisinent les 100 milliards de francs CFA. Les 100 milliards. D'ailleurs, si on revient au protocole, ou à l'avenant, ce n'est même pas un protocole d'accord, à l'avenant signé le 30 avril dernier, pour cette dette-là, le ministre des Finances est engagé à l'étaler sur 3 ans. Oublions qu'il y a d'autres enseignants qui vont s'ajouter à ce groupe-là. Donc, ce sera un éternel recommencement. L'aspect sur la gestion démocratique des personnels, on l'a dit. Récemment, il n'y a pas une semaine, nos camarades avaient déposé le dossier pour le concours de l'École nationale d'administration, où ce doit être une gestion démocratique. Mais ils sont aujourd'hui des milliers d'enseignants à être recalés de manière illégale et arbitraire par le ministère de l'Éducation, notamment la direction des ressources humaines. Ça relève d'une gestion autoritaire, d'une violation flagrante des droits des enseignants. Mais tout le monde a le droit de faire un concours, un examen, en tout cas qu'il chante. Donc à ce niveau, pour dire aujourd'hui, nous le regrettons. Nous sommes aujourd'hui en face d'un gouvernement qui ne considère pas l'école comme étant une priorité, qui prend des enseignants pour des adversaires et non comme étant des agents de la fonction publique qui méritent de meilleures conditions de vie et de travail. Alors, il y avait aussi le problème des prêts DMC. On avait vu que le gouvernement avait donné une date butoir, à savoir qu'avant la fin de cette année, tout serait réglé. Alors, est-ce qu'il restait quand même deux échéances? Qu'en est-il? Est-ce que c'est réglé? Jusqu'au moment où nous vous parlons, il y a, je ne dis pas des enseignants, des travailleurs de ce pays qui ont attendu plus de 10 ans pour voir la couleur d'un prêt. Vous vous rendez compte? Un État qui n'est pas capable de prêter à ses travailleurs, et cet État-là qui va faire des efforts pour lui améliorer ses conditions de vie. Non. Et pour ce qui concerne le crédit DMC, ce qui est dommage dans cette affaire, c'est un engagement qui a été pris. Et cet engagement, malheureusement, les enseignants en particulier sont en train d'attendre. Et aujourd'hui, nous sommes là au regret de constater qu'après, avec le premier, acompte qui a été débloqué, aujourd'hui, nos camarades continuent d'attendre. Et j'en connais qui ont reçu leur convention depuis plus de 3 ou 4 ans et qui ne parviennent pas à avoir la couleur de leur argent. Alors, Mohamed Diagne, qu'est-ce qui explique ces lenteurs pour la matérialisation de ces accords? Oui, je pense que ce qui est important, si on retourne dans la plateforme, les questions essentielles, parce qu'il y a des questions que je considère comme secondaires, les prêts, etc. Moi, c'est secondaire. Mais les questions essentielles, il l'a dit, c'est les questions de carrière. Il faut reconnaître qu'il y a des enseignants qui restent 10 ans sans, je ne dis même pas sans avancer, mais sans avoir un inspecteur pour pouvoir donc prétendre au CAP, ou au KSM, ou bien au KS, ou bien au KM. Donc, je pense que le rythme a été accéléré sur cette question donc, de carrière. En 2014, rappelez-vous, il y a eu une opération coup de poing où donc, je pense que plus de 24 000 dossiers avaient été traités. Et jusqu'à présent, je pense que le rythme continue et progressivement, on va vers la dématérialisation. Parce que l'enseignant qui est à Fongolemi ou bien qui est à Goudomp ou ailleurs, ne peut pas toujours quitter son poste pour venir à Dakar. Évidemment, je ne sais pas encore... Mais cette dématérialisation, vous l'avez agitée depuis 2016. Non, ça a commencé. Pourquoi ce n'est pas toujours effectif? Non, ça a commencé. Mais vous savez, ça a commencé. Donc, mais la numéralisation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Et puis, nous sommes 97 000 enseignants. Donc, c'est un processus, c'est des essais qu'on fait, c'est des tests qu'on fait avant de passer à l'échelle. Mais ça a effectivement démarré. Mais on peut considérer quand même que le rythme est devenu beaucoup plus rapide par rapport à ce qui s'est passé. Puisque chaque jour, des actes sont produits. Des actes d'intégration, de classement, des actes d'avancement sont produits chaque jour. Ensuite, sur la question... parce que chaque acte génère de l'argent. Mais des enseignants disent qu'il n'y a pas l'effet escompté. Vous pouvez récupérer votre acte, mais avant d'être mis en solde, jusqu'à récupérer quand même votre argent, ça pose problème. Il y a des enseignants d'abord qui sont mis en solde, parce que nous en étions à plus de 10 000. À plus de 10 000 enseignants. Ce que je dis là, c'est vérifiable. Parce que chaque année, chaque mois, il y a donc le ministère des Finances qui publie sur son portail tous les enseignants qui sont mis en solde, mais aussi les enseignants qui sont bénéficiaires de rappels. Peut-on savoir le niveau actuellement? Non, on ne peut pas avoir les chiffres ici et maintenant. Mais c'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement avait promis 10 000 mises en solde. Ça, on l'a dépassé. Mais je dis, ce n'est pas suffisant.
C'est pas suffisant parce qu'il y a aussi, parce que l'enseignant qui est là, qui sait qu'il doit passer de maître contractuel à instituteur plein, ou bien de PC à professeur, celui-là, bon, le temps est long. J'en viens. Maintenant, il y a aussi la question des rappels, puisque chaque mois, il y a des enseignants qui reçoivent des millions. Ça aussi, il faut le dire. 2 millions, 3 millions, 4 millions. Peut-être que Zoumaro en a réussi, mais il n'en a pas parlé à sa femme. C'est possible. J'espère qu'il ne va pas prendre une deuxième femme. Les prêts DMC. Donc, non, j'en viens. Moi, je veux d'abord qu'on parle des choses qui sont plus essentielles pour l'enseignant. Ce n'est pas un prêt DMC. Mais l'enseignant qui est là, qui a été volontaire ou bien qui est contractuel, qui veut avancer, ce qui l'intéresse, ce n'est pas un prêt d'MC. Justement. Est-ce que vous trouvez c'est d'être classé. Que des gens sont ponctionnés, leurs salaires sont ponctionnés, alors qu'ils n'ont pas encore reçu leur prêt? Est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? C'est un enseignant qui vous parle. Mais est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? Non, c'est un enseignant qui ponctionner le salaire d'autrui, alors qu'il n'a pas encore reçu son prêt. Vous savez, le prêt, c'est une demande de prêt. Ce n'est pas ça qui est essentiel. C'est l'enseignant. C'est très important. Oui, c'est très important, parce que c'est avec ça qu'on peut construire une maison. Mais je vous dis, à côté, encore qu'on avait mis 3 milliards déjà, chaque mois, des enseignants reçoivent 2, 3, 4 millions de rappels. Ça également, il faut noter, c'est un effort du gouvernement. Alors, la question de la formation, c'est une question essentielle pour l'enseignant. La formation diplômante. Parce que l'enseignant qui n'est pas formé ne peut pas prétendre à un diplôme, ne peut pas prétendre à avancer sur sa carrière. Donc, les instructeurs adjoints sont formés par milliers, 3 000, 4 000 par cohorte chaque année. Les titulaires de diplômes spéciaux, tous les titulaires de diplômes spéciaux ont été pris en charge, ou bien à la FASTEF, ou bien à l'INSEP, ou bien donc dans les ou bien dans cela peut être facilité dans la mesure où les corps de contrôle comme les inspecteurs, depuis presque, ils sont en grève tout le temps. Ça, c'est autre chose. On en revient au point d'achoppement. Je l'ai dit, le point d'achoppement, c'est quoi? Parce que leur grève, elle s'est liée à la question de l'indemnité de logement, justement. Vous savez, le point d'achoppement, c'est encore une fois la question des disponibilités financières. Si nous voulons aligner tous les enseignants, c'est-à-dire qu'il faudra l'équivalent du budget du Sénégal. Ce qui veut dire que le mois prochain, on ne va pas payer de salaire. Mais qu'est-ce que vous empêche, comme vous l'avez dit, vous faites des accords réalistes et réalisables, de dire qu'on doit payer, voilà les échéances, comme dans une banque, quand vous contractez un prêt, vous dites que vous payez à échéance, par des échéances bien déterminées, voilà, telle date vous allez recevoir ça, telle date vous allez recevoir ça. Vous regardez en fonction de votre budget, parce qu'un budget est prévisionnel. Pourquoi est-ce qu'il vous empêche de faire ça? Bon, d'abord, le problème avec les enseignants, c'est le salaire. Le salaire n'a pas de problème. Chaque mois, les enseignants touchent leur salaire. Je me rappelle, nous, en 2000, on restait jusqu'au 15, j'étais volontaire, on restait jusqu'au 15, jusqu'au 20, sans recevoir de salaire. Cette question-là, elle est réglée. Il y a eu des vacataires qui recevaient une fois le salaire par an. On a mensualisé le salaire. Donc, il y a des pas qui ont... Ensuite, les salaires ont augmenté depuis le temps de Wade. C'est pas une prouesse? Non. Depuis le temps de Wade. Maintenant, sur les accords, je vous ai dit, les accords, on est en train de respecter. Il faut qu'on soit d'accord. Je vous ai dit, sur la formation diplômante, on est en train de respecter. Sur les questions de lenteur, le rythme a été accéléré. Mais là où ça pose problème, justement, c'est sur les questions à incidence financière très forte. Et là, nous avons, le président Macky Sall avait commandé une étude. Nous sommes en train de partager l'étude. Parce que pour augmenter des salaires à hauteur de 100 000, 150 000, tout cela, mais il faudrait quand même qu'on puisse discuter. Est-ce que vous partagez l'opinion de Mohamed Diagne qui dit qu'aujourd'hui, qu'il y a des efforts qui ont été faits et pourtant les crises continuent? Oui, je crois qu'il faut peut-être que dans l'analyse, qu'on arrête de nous limiter aux symptômes. Même quand quelqu'un est malade, on ne le soigne pas à partir des symptômes. Il faut aller beaucoup plus profondément dans la cause véritable de cette turbulence. Je crois que l'une des causes qu'il faut reconnaître, c'est un problème de confiance qu'il y a entre les enseignants et l'administration scolaire. Chaque fois que l'administration prend des engagements, les enseignants hésitent à en faire une vérité parce que simplement de par le passé, des engagements avaient été pris et n'ont pas été respectés. Ça, c'est un premier élément en termes de cause fondamentale qu'il faut corriger. Donc, comment faire pour renouveler la confiance? Et ça, on le fera à partir du niveau de respect des présents accords qui ont été signés.
Donc si nous sommes dans les échéances, certainement que les enseignants vont se dire qu'il y a un changement de paradigme qu'il faudra que désormais, quand l'administration prendra des engagements devant nous, nous pouvons y croire. Ça, pour moi, c'est un premier problème plus profond qui se pose. L'autre problème, c'est la considération qu'il faille avoir vis-à-vis de l'enseignant, de par le discours. Aujourd'hui, il y a eu des pas, des efforts qui ont été faits. Le discours qui ne diabolise pas l'enseignant, le discours qui fait respecter l'enseignant, parce que simplement, ce que nous avons de plus cher, ça veut dire nos enfants, nous les confions à des enseignants, ils passent 3/4 de leur temps avec les enseignants. Donc, si nous voulons que ces enfants-là soient dans une posture d'écoute positive pour pouvoir améliorer leur performance, il faut qu'ils respectent leurs enseignants. Mais pour respecter leurs enseignants, il faut que la communauté, la République, respecte de par les discours et les actes qui sont posés l'enseignant. Donc ça, c'est aussi un élément pour nous qui est plus profond que les symptômes qui sont posés. Troisième élément pour nous qui est essentiel, c'est que quand nous ciblons l'élève, il faut viser l'enseignant. Si tu cibles l'élève, il faut viser l'enseignant. C'est ça qui fait qu'en termes de régime indemnitaire, en termes de traitement, régime de traitement tout court de l'enseignant, il faudrait qu'on puisse reconsidérer ça. Vous avez des pays tels que la Finlande qui sont cités en exemple. Vous allez en Inde, vous allez en Asie de manière générale. C'est des pays où on peut, en tout cas, qui peuvent nous inspirer. Eux, leur système d'éducation et de formation a évolué de par la considération que le système voue à l'enseignant. Donc il faudrait qu'on change un peu ce paradigme. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Mais on voudrait aussi que dans ces débats, qu'on ne perde pas de vue aussi le troisième pied. Parce que quand il y a crise, quand il y a perturbation, très souvent, nous voulons juste qu'il y ait une opposition entre l'administration scolaire et les syndicats d'enseignants. Je voudrais que les communautés, les parents d'élèves puissent aussi savoir que c'est eux qui sont commanditaires du système, c'est eux qui en sont bénéficiaires et ils doivent être dans des postures qui les engagent à être, en tout cas, davantage mieux arbitrés. Est-ce qu'il n'y a pas panne du dialogue social justement dans le système éducatif? Non, il n'y a pas panne dans la mesure où si le dialogue social signifie réunir les acteurs pour discuter, vous savez qu'il y a 1001 séances de discussion et d'échange. Là où il y a panne, c'est dans la mise en œuvre des consensus qui sont issus de ce dialogue. C'est là où il faudrait que l'on repense notre dialogue et qu'on fasse en sorte, vous l'avez dit, qu'en termes de planification, oui, le gouvernement peut être dans des difficultés, mais il faudrait qu'il y ait, justement parce que le gouvernement a une expertise avérée, nous avons des personnes ressources avérées, nous avons des techniciens avérés qui devraient pouvoir étudier les demandes et les commandes des enseignants et faire des propositions bien planifiées. Des propositions bien planifiées, ça veut dire que les échéances vont être véritablement respectées. Mais si chaque fois les échéances sont remises en cause, évidemment que ce problème de confiance-là va se reposer. Je disais tantôt que quand on est dans ces situations de crise, n'oublions pas l'autre aspect, ça veut dire les communautés, mais aussi les élèves. Aujourd'hui, nous, quand on parle de grève, nous pensons au droit à l'éducation tout court. Droit à l'éducation. On est en 2018, tu as encore des millions d'enfants qui ne bénéficient pas, qui ne jouissent pas du droit à l'éducation. Notre pays l'a ratifié justement. Droit à l'éducation, c'est important. Les conventions de l'UNESCO. Et le droit, il est éminemment positif. Donc, droit à l'éducation, ça nous amène aussi à ces crises de performance, avec des résultats qu'il faille aujourd'hui améliorer. Donc, nous devons, avec ces crises, nous n'avons pas tout le temps le temps de réfléchir en profondeur sur d'autres questions à enjeu, sur d'autres défis liés à l'amélioration des performances, au droit à l'éducation pour tous les enfants sans exception, mais liés aussi au contenu des enseignements apprentissages. Nous n'avons pas le temps de discuter de tout cela parce que simplement, il y a une pollution qui s'amène, qui s'invite à la discussion. C'est ce que vous avez appelé les perturbations. Ces perturbations, nous sommes, au niveau de la COSDEP, convaincus que nous avons les outils. Si nous sommes francs dans la discussion, si nous sommes suffisamment courageux, si nous sommes éclairés par des techniciens, nous avons toutes les armes pour enfin faire en sorte que les échéances qui vont être fixées puissent être respectées. Je termine simplement par dire que pour ce qui est de ce protocole, nous on a été artisans, on a été acteurs présents et nous avons eu de l'espoir quand le Premier ministre a pris en main la question en disant qu'il assure lui-même le monitoring. Et depuis, chaque fois qu'on vient en réunion de monitoring, on se rend compte qu'il y a des pas qui sont faits, des pas objectifs qui sont faits. Maintenant, la question nodale reste la problématique liée aux lenteurs administratives et au régime indemnitaire. Je crois que c'est des questions qu'il faut aussi courageusement aborder et affronter. Alors, sur notre registre, nous allons un peu aborder le problème de l'éducation inclusive que les syndicats en général ne développent pas dans leurs revendications. Et pourtant, ce sont des gens qui font partie de la société. Nous avons vu que cette année, ce sont ces élèves en général qui crient, qui revendiquent. Mais nous ne voyons pas parfois les enseignants au devant de la scène. Nous voyons le cas du lycée Talibou Dabo, où les élèves vraiment souffrent. Vous partez là-bas, les élèves travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, puisque
Déjà dans les salles de classe, il y a certaines salles de classe qui n'ont pas de rampe. Vous voyez certaines, il y a des abris provisoires. Donc c'est le décor quotidien. Alors justement, Mohamed Diagne, le président avait annoncé des mesures pour réhabiliter certaines infrastructures, mais aussi pour construire d'autres infrastructures éducatives adaptées à tous les citoyens. Et on a vu que, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lenteurs toujours. Oui, sur le centre Talibou Dabo, nous prévoyons les enseignants, mais c'est un centre qui dépend du ministère de la Santé. Donc ça, il faut le rappeler. Hein. Maintenant, sur l'éducation inclusive, comme les compétences de vie courante, les questions de genre, ça, c'est des questions émergentes. Dans le centre, il y a un lycée. Et le centre a... Oui, je sais. Mais le lycée ne dépend pas de votre département. Non, pas le lycée. Je parle du centre. Mais il y a le centre. Je parle du lycée Talibou Dabo. D'accord. Là, on est d'accord. Oui. Donc, il y a le centre. Non, il y a le lycée. Non. Je vous dis qu'il y a des abris provisoires là-bas. Et nous sommes en plein cœur de la capitale. Théo, j'ai donné des cours à Talibou Dabo. Nous sommes en plein cœur de la capitale. Là-bas, le décor, vous voyez, c'est l'anarchie, l'encombrement. C'est vraiment... Non, moi j'ai donné des cours là-bas à Talibou Dabo, puisque j'ai été professeur au collège de Grand-Yoff. Donc je connais bien Talibou Dabo, qui au début avait été donc réservé exclusivement aux enfants handicapés. Mais par la suite, l'éducation inclusive, l'inclusivité a voulu que, donc pour des questions d'équité, que aussi bien les enfants handicapés que les enfants donc sains de corps soient regroupés dans une même classe pour pas qu'il y ait, donc pour tuer le complexe qu'il y avait entre handicapés et enfants sains. Donc ça, je connais bien. Maintenant, sur la question des abris provisoires, je dis que on a trouvé ici donc 12 000 abris provisoires, 8 000 abris provisoires, nous sommes à 6 000 et quelques abris provisoires. Le gouvernement a déjà donc lancer le programme de résorption de l'ensemble des abris provisoires d'ici 2019. Ce qu'il faut comprendre maintenant par abri provisoire, c'est des salles de classe, c'est des murs de clôture, c'est des blocs d'hygiène, c'est des blocs administratifs. Maintenant, Dakar, vous savez, c'est 3 millions de Sénégalais qui vivent ici. L'école suit le rythme de la croissance de la population. Donc aussi bien la proche banlieue que la lointaine banlieue, il faut reconnaître qu'il y a un surpeuplement dans les classes. C'est pourquoi, par exemple, il y a le projet ADEM qui est en train de construire un peu partout des collèges et des lycées pour faire face à ce surpeuplement des classes. Maintenant, il nous faudra... Parce que tout ça, je pense que ça n'a pas été prévu. Parce que quand vous construisez une salle de classe aujourd'hui, quand vous construisez une école, il faut mettre dans une perspective de 10-15 ans. Dans 15 ans, combien nous serons? Dans 10 ans, combien nous serons? Comme vous avez appelé à la rupture. Ouais. Donc quand vous construisez, vous devez mettre des rampes pour les gens. Ça, non, oui. On voit que dans ces écoles, parfois, il n'y a pas de rampe. Non, mais non. Où est-ce que ça... Où se situe le plan? Maintenant, c'est intégré. Maintenant, c'est intégré. Partout où vous allez, quand même, en tout cas dans les écoles nouvelles que nous construisons, évidemment, il y a un dispositif adapté aux personnes handicapées. Maintenant, il y a des écoles qui sont anciennes et qui ont été récupérées pour ces gens, et ça se termine. Bon, alors, pour un peu dire que la question de l'éducation inclusive est une mesure du Conseil présidentiel issue donc des agences nationales. Pour dire que ces enfants-là, à besoins spéciaux, sont en train d'être pris en charge. Même les enseignants sont formés donc à l'éducation inclusive pour leur permettre de prendre en charge ce type d'enfants. Bon, à ce niveau, je tiens d'abord à rectifier. Nous sommes bel et bien impliqués dans cette éducation inclusive, parce que non seulement en tant qu'organisation syndicale, mais je dis que tout le monde est victime de handicap. C'est ça. Nous avons des collègues qui pratiquement se déplacent en béquille ou bien parfois même en chaise roulante et qui font correctement le travail. Donc nous, dans notre corps, le problème n'existe pas. Mais encore une fois, il l'a dit, nous sommes dans une grande coalition avec la COSYDEP où, pratiquement avec l'inauguration des différentes écoles inclusives, je peux citer l'école Ndiarka Diagne, c'est nous-mêmes qui étions là-bas. Et parfois, ce sont nos propres camarades qui sont pratiquement, comment dirais-je, les maîtres d'œuvre de tout cela. Donc à ce niveau, on n'a pas de problème. Cependant, quand même, force est de constater que dans notre pays, il n'existe pas beaucoup d'infrastructures adaptées à certains types de handicap. C'est ça la vérité.
Parce qu'en réalité, même la configuration, comment dire, géographique, parfois des sols, quelqu'un qui souffre d'un handicap, qui habite dans une zone sablonneuse, a parfois même des difficultés pour pouvoir arpenter les ruelles et entrer dans sa maison. Moi, je me souviens, on a eu une camarade, docteur Issatal, qui est très populaire au Sénégal, qui a fini par être médecin. On a fréquenté la même classe au collège. Et c'était ça son rêve. Donc aujourd'hui, vous allez au lycée mixte Maurice Delafosse que j'ai fréquenté. Il existe la possibilité pour quelqu'un qui vient en chaise roulante de pouvoir traîner sur sa chaise jusqu'à entrer dans sa classe. Il existe dans plusieurs universités, à Gaston Berger c'est le cas, à l'UCAD c'est le cas, et même parfois dans beaucoup de lycées c'est le cas. Donc à ce niveau, c'est peut-être l'appel que nous devons lancer. C'est que l'on comprenne que ceux-là qui souffrent de ces handicaps ne sont pas des citoyens à part. Nul n'est à l'abri de cela. Vous voyez quelqu'un qui est bien portant, qui souffre, comment dirais-je, d'une maladie qui pourrait mener à un handicap, ou bien qui est victime d'un accident qui peut donner sur ça. Quand nous prenons le grand savant Stephen Hawking, que tout le monde connaît, mais c'était un handicapé, l'ancien président américain Roosevelt. Ouais, donc, on n'a pas de problème à ce niveau. Ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement comprenne qu'il faut faire plus d'efforts pour ouvrir les écoles, les établissements à cette catégorie-là, qui ne doit pas être, comment dirais-je, pour certains confinés à la mendicité, à certains qui ne font pas partie du système, qu'il faudrait les isoler. Et je crois qu'à ce niveau-là, les syndicats, en collaboration avec des organisations comme la COSYDEP, sont en train de mettre leurs mains à la pâte pour que ça puisse être une réalité. Comment régler ce problème d'éducation inclusive? Ben écoutez, moi je crois que déjà Zoumarou l'a rappelé, nous avons eu à initier un projet pilote depuis 2009-2010 dans 97 écoles dans ce pays, dont 5 dans la banlieue de Dakar, où il y avait une forte implication des enseignants, des communautés aussi, sur l'éducation inclusive. Mais nous avons une conception beaucoup plus large de l'éducation inclusive. Quand on parle d'éducation inclusive, en lien avec l'agenda 2030, c'est qu'il faut travailler à ne laisser personne en rade. L'éducation ne doit laisser personne en rade, parce que c'est un droit tout court. Un droit, ça veut dire un droit, il faut l'acquérir. Donc ça, pour nous, c'est l'élément essentiel. Et quand tu l'analyses ainsi, tu vas voir le handicap sous plusieurs angles. Ça peut être un handicap physique, c'est de ça dont vous discutez. Handicap physique, mais il y a aussi un handicap économique. Il peut y avoir un handicap psychologique. Il peut y avoir un handicap social. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut voir. Pour ce qui est des handicaps physiques, il faut évidemment se fonder sur les expériences qui ont été développées par des organisations de la société civile et qui pourraient évidemment être en tout cas des sources d'inspiration pour l'État en termes d'infrastructures à mettre en œuvre, mais surtout en termes d'accompagnement des enseignants. Nous avons vu durant ces phases pilotes qu'il y avait des enseignants qui, même s'ils avaient la volonté, même s'ils voulaient soutenir, accompagner celui qui est sourd, celui qui est malentendant ou celui un non-voyant, il en avait des difficultés parce que dans le référentiel de formation, dans sa formation, on ne lui a pas appris à prendre en charge ses enfants. Donc il faut agir déjà depuis le référentiel de formation. Qu'est-ce qu'on apprend aux enseignants pour qu'ils aient les bas à bas qui leur permettent de pouvoir prendre en charge ces handicaps légers. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. J'ai parlé d'autres types de handicaps, handicap économique, par exemple. C'est essentiel. Il y a des enfants qui, aujourd'hui, ne sont pas inclus dans l'école parce que, simplement, ils n'ont pas 1000 francs à donner. Avec les inscriptions, avec les frais opportunistes, cotisés par-ci, donnés par ça. Donc, nous venons comme ça de Kaffrine, où on a été dans un CM qui avait besoin d'un budget de fonctionnement de 9 millions, avec un apport de 1 300 000 de l'État, 8 millions qui soit une sollicitation des parents à travers les frais d'inscription. Ça peut aussi être un motif de déscolarisation. Donc, il faut, quand on parle de handicap, qu'on en ait une compréhension beaucoup plus large, qui fasse qu'on ne laisse aucun enfant en rade, quelle que soit sa situation économique, qu'il vive en milieu urbain ou en milieu rural, qu'il soit garçon ou fille, qu'il ait un handicap ou pas, qu'il soit pauvre ou riche, tous doivent bénéficier de l'accompagnement de leur premier papa, qui est l'État. Et ça doit se refléter de par l'orientation et la distribution du budget. Il faut que le budget puisse soutenir ceux qui sont les plus faibles, ceux qui ont moins de moyens. Donc ça, si nous le faisons, évidemment que la problématique liée à la distribution et à l'orientation du budget pourrait être une réponse à cette problématique. Voilà, nous restons avec vous toujours pour aborder le problème des ressources humaines dans le système éducatif. Nous avons vu qu'il y a un problème même pour les disciplines scientifiques, dont les mathématiques. Nous avons vu que le président de l'association des professeurs de mathématiques a eu à alerter que maintenant, nous avons qu'un constat a été fait, il y a presque plus de professeurs mathématiques authentiques. Ils sortent de l'école, ils embrassent par exemple les métiers de la statistique,
ou de la démographie. Alors, par rapport à ça, il y a un problème pour l'enseignement des disciplines scientifiques. Il y a aussi un autre fait aussi qui a marqué l'année, le problème de Human Rights qui a défrayé la chronique. Par rapport justement au problème de ressources humaines, comment vous voyez ça? Mais les ressources humaines dans le secteur de l'éducation, si nous devons l'analyser d'abord sous l'angle quantitatif, nous allons constater que nous avons très peu d'enseignants. Même si on est, M. Diagne, à 97 000 enseignants, nous avons très peu d'enseignants. Il faut aujourd'hui planifier et faire en sorte qu'on ait suffisamment d'enseignants pour qu'on puisse répondre aux standards et normes, de qualité. Parmi ces standards, on veut avoir un enseignant pour au moins 45 élèves. Nous en sommes à un enseignant pour 80 à 100 élèves, en moyenne. Donc avec ça, tu ne peux pas faire de la qualité. Donc comment faire pour planifier et nous dire d'ici 2030 ou 2025 ou 2050, nous serons dans ces standards en termes de recrutement de plus d'enseignants. Ça, c'est un premier élément sur le plan quantitatif. Sur le plan quantitatif, toujours, l'enseignant, c'est aussi l'inspecteur de l'éducation qui est enseignant. Et même les sortants de l'INSEP. Les sortants. Donc quand tu as un système de formation, il faudrait que la formation continue puisse aussi être soutenue. Et dans la formation continue, il est dit au plan international qu'il nous faut être au moins à un inspecteur pour 50 enseignants. Aujourd'hui, nous en sommes à un inspecteur pour plus de 300 enseignants. C'est ça qui fait qu'il y a des enseignants, justement, qui mettent du temps pour être vus ou encadrés ou soutenus par des inspecteurs. Ça, donc, sur les séances pédagogiques. Ça pose problème. Ensuite, toujours sur le plan quantitatif, il y a évidemment des disciplines où il y a un manque criard d'enseignants. Vous l'avez dit, mathématiques, physique. Moi, j'ai fait maths physique. Donc, je sais que beaucoup de mes promotionnaires, à la fin de leur cursus, ils ont préféré aller faire autre chose, simplement parce qu'il y avait des métiers, des offres qui sont plus attrayantes en termes de prise en charge. Donc quand tu sors, et il y a des banques qui t'appellent, il y a des instituts internationaux où tu peux, sur le plan économique, avoir en tout cas un meilleur positionnement, véritablement, c'est ça qui peut justifier que nous en soyons à ce gap-là. Donc, il faut avoir un dispositif de motivation qui fasse évidemment que les meilleurs d'entre nous, que les mathématiciens puissent être prêts en tout cas à soutenir le système éducatif, à être enseignant. Donc ça pour nous c'est des éléments qui sont essentiels. L'autre élément essentiel, c'est comment ils sont distribués dans les régions. Même si nous avons peu d'enseignants. Nous, quand on a été informé qu'il y a un CM à Ziguinchor, un lycée à Ziguinchor, où il n'y a pas du tout de série scientifique, par déficit d'enseignants scientifiques, cela pose problème. Donc il faudrait aujourd'hui que dans la distribution même du peu de ressources humaines que nous avons, qu'on puisse penser aussi aux zones les plus reculées. Donc réfléchir sur le niveau quantitatif, en nous disant qu'on a encore très peu d'enseignants. Moi, je n'aime pas à chaque fois que j'entends des gens nous dire qu'on a beaucoup d'enseignants, 100 000. C'est très peu. C'est très peu parce que tu n'es pas encore dans les ratios de qualité. C'est très peu parce que tu as encore beaucoup d'enfants qui sont hors école. S'il faut les recruter, s'il faut les enrôler, il faut augmenter le nombre d'enseignants. C'est très peu parce que tu as encore le retour des classes spéciales. Ça veut dire les classes double flux, etc. Si nous devons être dans les normes, il faut encore recruter des enseignants. C'est très peu parce que simplement, il y a aujourd'hui un besoin criard dans certaines disciplines qu'il faut aujourd'hui adresser. Alors, Mohamed Diagne, l'État veut promouvoir quand même l'élite à travers la science. Aujourd'hui, qu'il y a un déficit pour les enseignants dans les séries scientifiques. Alors, comment vous voyez ça? Oui, peut-être une petite précision pour cher. Le référentiel de formation des enseignants a été déjà ouvert. Il y a eu des points d'ancrage pour l'éducation inclusive. Donc, tous les enseignants qui sont formés maintenant dans les CRFP sont formés à l'éducation inclusive. Je rappelle également les mesures comme la carte d'égalité sociale et la bourse familiale pour les personnes handicapées que le chef de l'État a bien voulu prendre. Alors, nous sommes victimes de la gestion démocratique. C'est quoi la gestion démocratique? Zoumaré est enseignant, je suis enseignant. Donc nous sommes affectés à Matam. Donc 5 ans après, on peut compétir. Donc on compétit, on a des points, ancienneté, etc. On revient sur Dakar. Donc, alors ces zones-là sont dégarnies, que ce soit les zones sud, l'est du pays. On a vu ici à Pékin où des élèves étaient obligés de sortir dans la rue pour dire qu'ils n'ont pas de prof de mathématiques. Parfois également, il y a des enseignants qui sont en surnombre dans des écoles. Ça aussi, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Parce que vous pouvez trouver une école où... mais où se situe le problème? C'est ça que je dis, c'est la gestion démocratique. Parce que ce n'est pas nous qui affectons directement les enseignants. Par exemple, l'enseignant qui a fait 5 ans à Matam, le ministre de l'Éducation nationale
ne peut pas le retirer de là-bas s'il gagne un poste à Dakar. Vous partagez son opinion? Non, voilà. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je vais en venir. Donc, parce que c'est ça qui s'appelle la gestion démocratique. D'ailleurs, c'est un concept de la gauche qui parle de gestion démocratique. Je ne sais pas qu'est-ce que la gestion démocratique. En tout cas, nous, ici, chaque année, nous organisons ce qu'on appelle le mouvement national, où des postes sont mis en jeu. Généralement, par exemple, on a des difficultés dans des régions périphériques, comme Matam, comme Sédhiou, comme Kédougou, etc. Donc, et c'est pourquoi le ministre de l'Éducation nationale a décidé, maintenant, depuis 2-3 ans, on n'affecte plus à Dakar et à Thiès, pour permettre aux enfants de ces régions-là de pouvoir bénéficier d'une bonne éducation. L'autre chose, c'est vrai, nous avons des déficits dans des disciplines, comme les mathématiques, la philosophie, l'espagnol. C'est lié un peu à l'enseignement de ces disciplines-là. Parce que les enfants trouvent que c'est... Parce que quand tu choisis une série S, tu vas là-bas, en seconde, mathématiques, tu as 2, physique, tu as 3, bon, SVT, tu as 1, bien, l'année prochaine, tu vires. Donc, on devrait revoir quand même l'enseignement de ces disciplines-là. Puisque même le chef de l'État en a fait donc la première mesure, c'est-à-dire la réorientation de notre système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, etc. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on revoie l'enseignement de ces disciplines. Est-ce que c'est lié au français? Parce que c'est à travers le français qu'on véhicule, qu'on enseigne la discipline. Vous avez fait des assises de l'éducation. Oui, c'est ça. Où sont passées ces conclusions, justement. Oui, c'est ça. On est en train de travailler sur les coefficients. Donc, on est en train de revoir les coefficients pour que les enfants puissent véritablement donc aller, pour que ces disciplines soient beaucoup plus attrayantes. Alors, chaque année également, il faut comprendre que les enseignants vont à la retraite, il y a les maladies, il y a aussi les mises en position de stage. Parce que l'enseignant a droit à une formation. Parfois, tu formes un enseignant, tu as un enseignant qui demande une mise en position de stage. Quand il retourne, il change de ministère. Il y a beaucoup... Regardez tous les cabinets ministériels, vous verrez des enseignants qui sont là-bas. Donc, comme DC, comme CT, etc. Donc, nous perdons et malheureusement, on les comptabilise. Alors qu'ils sont en détachement. Et ça aussi, c'est un droit. On ne peut pas... Madame, le plaidoyer, je pense qu'avec le mouvement syndical, on devrait être d'accord sur cela. Que tout le monde fasse un plaidoyer auprès du Premier ministre pour le recrutement massif d'enseignants. Je pense que sur ce point-là, au moins, on pourrait donc nous accorder. Oui, moi je crois que peut-être, vous savez, je vais parler d'abord des disciplines scientifiques. Il l'a dit, hein, bon, en fait, nous sommes des scientifiques. Moi, c'est avec toujours beaucoup de plaisir que je suis un ancien polytechnicien qui est devenu instructeur pour ensuite, en tout cas, trouver une autre qualification. En réalité, c'est un problème de politique. Moi, je dis, j'ai remonté l'histoire. Il n'y a pratiquement eu que des hommes de lettres qui ont géré le ministère de l'Éducation. Mais certes, ce sont des intellectuels, mais qui ne sont pas sensibles à l'aspect scientifique. Si au Sénégal, déjà au niveau du collège, l'on dit qu'il y a un nombre important d'élèves qui n'est pas fort en mathématiques, mais c'est dû au fait que ces élèves-là n'ont pas reçu suffisamment d'enseignement pour avoir un bon niveau en mathématiques. Si on pouvait recruter suffisamment, parce qu'effectivement, il y a, bizarrement, contrairement à ce que les gens pensent, à l'université, à l'UCAD, il y a beaucoup plus de départements à vocation scientifique qu'autre chose. Il y a la faculté des sciences et techniques, il y a la faculté de médecine, de pharmacie, d'odondo, où on ne peut pas y être sans être scientifique. Et ce sont les plus grandes facultés de l'université. À part, bon, les autres sont grandes par le nombre qui est. Pour vous dire aujourd'hui que tout simplement, il s'agit d'une bonne politique. Il faut trouver des administrateurs, des gérants, des patrons du ministère qui sont sensibles à l'aspect scientifique. Pour donner un exemple, vous savez, quand j'ai eu à voir le budget qu'ils ont consacré pour construire l'université, non pas l'université, l'école d'excellence de Diourbel. Et là également, j'attendais les acteurs de la société là-dessus. Vous savez, débloquer des centaines de millions, construire un lycée scientifique qui a pour vocation de polariser, c'est-à-dire de recruter tous les bons éléments de nos différents collèges en banlieue, dans le Sénégal profond, pour les amener quelque part, dégarnir nos salles de classe de lièvres qui pourraient contribuer à tirer leurs camarades dans ces disciplines-là. Mais c'est une mauvaise vision. Moi, à leur place, j'aurais non seulement pris cet argent-là,
équiper des laboratoires dans chaque collège de ce pays, suffisamment de labos un peu partout au Sénégal, permettre aux bons élèves, comme on dit, aux bons élèves d'y rester, mais de tirer leurs camarades, de leur faire aimer les disciplines scientifiques. C'est pourquoi il faudrait que le ministère de l'Éducation soit un ministère qui soit octroyé sur, comment dire, présentation d'un projet. On fait un appel d'offres et faire la part belle aux scientifiques. Vous verrez, dans la prochaine décennie, si on parvient à prendre des ministres scientifiques au niveau du secteur de l'éducation, la tendance va s'inverser positivement pour que notre pays puisse effectivement avoir suffisamment de scientifiques. Maintenant, l'actualité aussi de cette année a été dominée par il y a eu quand même des points de discorde entre l'ONG Human Rights et les syndicats d'enseignants, pour une affaire qui a défrayé quand même la chronique. Alors, justement, comment vous... Bon, il ne faut pas dire tous les syndicats d'enseignants. J'ai été interpellé par votre organe là-dessus. Moi, par rapport à cela, je crois qu'il y a eu beaucoup trop d'agitation là-dessus. Et j'ai même déploré la sortie de notre ministre de tutelle. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. C'est ça la vérité. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit des agitateurs d'idées. Qu'on puisse décréter ou bien faire une prose et qu'on puisse prendre l'affaire là, l'amplifier à tel point que tout le monde se focalise là-dessus. Et même d'ailleurs, je l'ai titillé un peu en disant qu'à chaque fois qu'il nous défendait, c'était pour sa propre promotion. Effectivement, c'était la vision que j'avais sur cette question. Je crois que par rapport à cette ONG, c'est une étude sur un échantillonnage très faible, nous parlons de science, très faible qui ne nous permet pas, nous, de dire c'est une généralisation par rapport à la vision. Encore que, j'ai dit que dans tous les corps de métier, il existe des brebis galeuses. Vous pouvez en trouver chez les journalistes, chez les médecins, chez n'importe qui. C'est pourquoi il ne fallait pas amplifier l'affaire. D'ailleurs, vous avez vu, ça a dégonflé comme un ballon de baudruche où pratiquement les gens ne sont rendus compte que c'est une qui a secoué quand même le système éducatif. Oui, mais moi je pense qu'un système éducatif qui vit doit tout le temps être en mouvement, en termes de réflexion des idées. Et pour que ça soit, pour qu'il y ait du mouvement dans le système éducatif, il faut qu'il y ait des réflexions qui soient des sources de discussion et d'échange. Donc c'est dans ce cadre-là que je l'inscris. D'autant que Human Rights Watch, comme les ONG que nous sommes, n'est pas venu à taper à la porte. Ils ont voulu rencontrer le ministère de l'Éducation. Ils sont passés même par nous pour chercher à avoir une facilitation et rencontrer le ministère de l'Éducation avant même d'engager leur étude. Après le rapport provisoire, ils ont transmis ce rapport provisoire 45 jours avant les discussions au ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça veut dire que ce qu'ils ont fait en termes de légalité, ils en avaient les possibilités, ils en avaient tous les outils. Maintenant, nous, ce que nous avons fustigé, c'est qu'il fallait... On peut travailler par échantillon, Zoumarou. Même un échantillonnage, c'est scientifique. On travaille sur échantillon. Ça pose problème. Oui, c'est scientifique, ça peut être scientifique. Mais ici, l'idée, c'est aujourd'hui réfléchir sur, comment on appelle, la carte des interventions. Quand nous parlons de tout ce qui est lié à ces violences sexuelles, il y a des enseignants qui en sont auteurs. C'est avéré, c'est clair. C'est vrai. Personne ne peut le nier. Nous avons des situations. Vous avez vu une autre étude à Kolda qui avait démontré que les militaires étaient auteurs de ces violences sexuelles. Il y a eu une autre étude à Kaolack qui a démontré que les jeunes des Jakarta, là, les Jakartamans, étaient auteurs de ces violences. Vous avez une étude qui a été réalisée dans le Louga qui démontrait que c'était des parents et voisins qui étaient auteurs de ces violences sexuelles. Donc, ça nous invite à réfléchir sur la sécurité. Comment faire pour sécuriser nos enfants qui sont voilà, des innocents. Comment faire pour sécuriser les filles. Et quand on parle d'école, il faut simplement éviter, à notre avis, de les limiter entre les quatre murs. L'école, c'est de la maison à la classe, mais de la classe aussi à l'école. Donc, le milieu, le circuit, le trajet que la fille prend, ça peut être aussi des moments où elle peut être menacée, agressée sexuellement. À l'école, une étude a démontré que le premier auteur de ces violences sexuelles, contrairement à ce que le rapport a dit, vient des pères, ça veut dire des garçons, des enfants. Ça, c'est le premier auteur. Deuxième auteur maintenant, ils ont parlé des parents et voisins. Troisième auteur, ce sont les enseignants. Donc, ce que je retiens de ça, c'est que nous avons eu un prétexte pour rediscuter sur la question des violences sexuelles, des violences à l'endroit des filles, pour rediscuter de la nécessité de davantage protéger et nos infrastructures scolaires, mais aussi nos apprenants, mais de réfléchir aussi sur les contenus des enseignements apprentissages qui responsabilisent davantage les enfants et notamment les filles. Mohamed Diagne. Oui, merci Théo. Je pense que sur
l'attaque tout à l'heure de mon ami Zoumarou. Je pense que la question de gestion, c'est une question de management, de leadership. Parce que le ministère est bien géré. On peut être un bon scientifique et être un piètre management. Et même Serigne Mbaye Thiam n'est pas un terrain, c'est un scientifique, puisqu'il est expert comptable de métier. Je pense que là, le liste scientifique aussi, c'est une excellente initiative. C'est comme l'école polytechnique. Vous en êtes fiers, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut le mettre dans ce cadre-là. Ces questions-là, nous pouvons nous retrouver. Il y a des choses quand même qui sont très intéressantes sur la question de l'avortement. Nous pouvons nous retrouver autour de ces questions-là. Parce que l'école, comme il l'a indiqué, c'est toute la communauté. Nous avons même, le ministre même a décidé depuis 2 ans, pour matérialiser la vente du chef de l'État. Maintenant, en 4e, vous savez, à partir de 4e, on orientait, il y avait des 4e littéraires. Maintenant, ça n'existe plus. C'est des 4e vraiment mixtes, pour aller dans ce sens-là. Maintenant, pour terminer, sur le rapport de Human Rights, je pense que ça, on ne peut pas dire que les enseignants du Sénégal, c'est des violeurs, etc. C'est trop facile. Je pense que nous sommes dans un milieu très sensible, où des parents envoient des enfants à l'école. Quand vous communiquez sur l'école, il faut bien communiquer sur l'école. On ne peut pas prendre 63 enseignants et nous dire que vraiment que les enseignants sont des violeurs, sont des malfrats qui sont entrés là. Non, mais vraiment, il faut arrêter ça. S'ils veulent communiquer, pourquoi ils ne sont pas allés aux États-Unis? Les gens là ont le fusil de le dire. Mais il faut arrêter ça. Je pense que ça, vraiment, nous sommes tous d'accord que l'école doit être préservée d'une certaine communication. Alors, nous parlons maintenant du concours général qui avait quand même divisé quand même les écoles avec le problème du lycée. Qu'est-ce qui se passe avec le lycée? On a vu avec le lycée Limamoulaye. Tout le temps, les enseignants se plaignent de votre ministre qui dit qu'aujourd'hui, votre ministre veut quand même promouvoir ces écoles au détriment d'écoles qui ont du mérite. Qu'est-ce qui se passe, entre vous et le lycée Limamoulaye? Comment le ministre il ne corrige pas. Il ne corrige pas. Les copies sont corrigées au niveau comment ça s'appelle encore? Là où l'office du baccalauréat, par des inspecteurs généraux. Comment il peut promouvoir? Donc, les anciens disent qu'on a laissé les classements par lycée. On a vu faire des classements par ordre de degré, quand même de mérite des élèves. Au lieu d'orienter aussi, si on fait le classement global, qu'on sache que tel établissement a eu quand même les meilleurs prix en termes de prix, que cet établissement peut être considéré comme premier. Mais non, je pense que ça c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès qu'on veut intenter au ministre, etc. De mon point de vue, je pense que ce classement-là est meilleur. Le lycée Limamoulaye, autant dire que pourquoi? Puisque eux, ils ont une façon de faire. Tout le monde sait qu'il y a des classes spécialisées en concours général. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, du point de vue du classement, si nous avons un établissement qui a les meilleurs prix, je pense qu'il faut primer et l'établissement et les enseignants dans les résultats, l'établissement et les enseignants. C'était ça le point d'assommement, justement. C'était ça le point d'assommement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je crois qu'il y a un problème lié à l'entrée, les critères. Je crois qu'au début, avant, dans l'histoire du concours général, l'entrée c'était l'école, l'établissement. Aujourd'hui, avec les propositions de changement qui ont été faites, c'est l'entrée par l'élève. Bon, ça, c'est les débats qui sont posés. Mais dans tous les cas, ce qui est pour nous essentiel, c'est qu'il y a des lycées, il y a des structures éducatives qu'il faut encourager. Un lycée comme Limamoulaye, qui est en pleine banlieue, dans la banlieue, et qui arrive à tenir tête à des lycées d'excellence. Ça veut dire des lycées qui sont dans les meilleures conditions, parce qu'ils ont les meilleurs enseignants. Des lycées où les enfants même sont internés, où ils sont encadrés la nuit, où ils ont même un minimum d'accompagnement en termes de vêtements, de prise en charge. Ces enfants-là, quand ils compétissent avec des enfants de la banlieue profonde, et que cette banlieue arrive effectivement à sortir pour faire partie des meilleurs lycées du Sénégal, c'est évidemment des structures à encourager. Donc ça, pour nous, c'est un élément. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'équité. Mais quand on parle d'équité, c'est comment faire pour que ceux qui sont dans les conditions les plus modestes aient aussi les possibilités d'être dans les meilleures stations. Donc ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel
Moi, je voudrais vraiment saluer des lycées tels que l'Imam Moulay. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres qui sont dans la profondeur du Sénégal. Il faut savoir les identifier, les localiser et les mettre et les porter en exemple. C'est ça qui pourrait évidemment nous permettre à... Pour le cas de l'Imam Moulay, mais aussi on fait une brève revue sur l'actualité universitaire avec le problème de l'étudiant Fallou Sène qui avait secoué. Bon, pour le concours général d'abord, vous savez, autant il y avait le concours général et génie en herbe. En réalité, l'esprit du concours général, c'était de créer une certaine émulation, de créer une compétition qui faisait que les enseignants même, il l'a dit, il existait des structures d'encadrement pour ça. Et ce n'est pas interdit. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on affectait un enseignant dans un lycée, par exemple comme le lycée Nouroutal, qui avait l'habitude de faire de bons résultats, à chaque fois que l'enseignant venait, on l'imprégnait sur le passé de l'établissement. Il était obligé de se surpasser. C'est les enseignants qui enseignaient toute la semaine qui étaient obligés de venir le samedi après-midi, le dimanche matin, ainsi de suite, pour qu'au finish, au moment où on proclamait les résultats, que l'on puisse comprendre que tel établissement est en train de maintenir son niveau. C'est pourquoi il y a des lycées, je ne dirais pas seulement le lycée Limamou Laye, le lycée Lamine Gueye même, qui en son temps était un lycée pratiquement qui produisait de bons lauréats. Mais aujourd'hui, de par cette nouvelle politique-là, il y a une tendance à pratiquement démoraliser, démotiver ces enseignants, et ce qui est regrettable par rapport à l'action du ministre. Une dernière question par rapport quand même à la crise qui s'est prolongée dans l'espace universitaire. Comment vous voyez ça? Vous savez, moi je suis très sensible à cela. Je suis très sensible à cela parce que j'ai dit à qui veut l'entendre, moi je suis un éternel étudiant. Donc à chaque fois que j'en ai la possibilité, je fréquente ces lieux-là, j'y suis. Donc à chaque fois que nos camarades, nos élèves, nos petits frères, mais également nos camarades, si je peux le dire ainsi, vivent des difficultés, nous le ressentons dans notre chair. Si vous prenez l'exemple comment faire pour apaiser maintenant de Gaston Berger, de Saint-Louis, qui est une université qui est pratiquement à une dizaine de kilomètres de la commune de Saint-Louis, où les étudiants sont pratiquement séparés du reste du monde, où les étudiants ne peuvent pas, contrairement aux autres, à chaque fois qu'ils ont des besoins, d'aller chez eux et de rentrer. Donc là, il faudrait qu'on puisse créer des conditions pour que ces potages-là puissent avoir à chaque fois que de besoin, en tout cas, ce dont il faut, en tout cas pour vivre. C'est le cas des bourses, qui est un élément vital, qui leur permet de se restaurer, qui leur permet de se loger correctement. C'est pourquoi, pour apaiser, moi je suis d'avis, dans un pays où l'on parle de milliers de milliards, dans un pays où à chaque fois on voit de l'argent qui est distribué dans des cérémonies qui sont sans aucune importance pour le système, il est regrettable de voir des étudiants courir derrière des centaines de millions et de se faire tuer. C'est ce que nous regrettons. C'est pourquoi, plus jamais ces genres d'exactions qui sont passés avec le cas de, comment dirais-je, Bassirou Faye, avec le cas de Fallou Sène, qui sera le prochain? On ne le souhaite pas. C'est pourquoi il faudrait que l'autorité comprenne. Et j'ai été surpris que ce soit sous le magistère de Marie Théonia. J'ai été surpris que ce soit sous le magistère de Marie Théonia, qui connaît bien les étudiants. Et malheureusement, ça s'est produit. Mot par rapport à la crise d'une manière globale, crise universitaire, crise dans le secteur. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour apaiser les choses? Écoutez, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous faut retourner sur les consensus que nous avons construits. Tout à l'heure, vous avez parlé des assises nationales de l'éducation, concertation sur l'enseignement supérieur. Donc il y a eu beaucoup de consensus qui ont été construits et qui ont fait l'objet de... On a mis plus du temps pour les construire. Nous avons mis de l'argent, 500 millions pour les assises de l'éducation. Nous avons mobilisé des personnes, plus de 1500 personnes qui ont été mobilisées de toutes catégories. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller résolument et courageusement vers ce consensus. Mais deuxième chose pour nous qu'il faille faire, évidemment, c'est de retravailler sur la confiance entre les acteurs, en faisant en sorte que les échéances, quand c'est défini, quand il y a une planification rigoureuse, qu'on puisse aller dans le sens de les respecter. Ça, pour nous, si on le fait, y compris même pour ce qui se passe au niveau de l'université, c'est important qu'on puisse être dans cette disposition à devoir respecter les échéances que nous nous fixons. Ça, si nous ne le faisons pas, la confiance ne sera pas là. Troisième chose pour nous qu'il faille faire, c'est qu'il faudrait, et là je m'adresse aux communautés, je m'adresse aux parents, il faut que les parents, les acteurs, la société civile, les communautés, tous, comprennent que l'éducation, c'est trop sérieux. Ça ne doit pas être que l'affaire d'un gouvernement qui passe et des syndicats qui passent aussi. Ça doit être surtout l'affaire des populations. Les populations devraient veiller à surveiller cette éducation-là, veiller à protéger cette éducation, veiller à faire de l'éducation leur propre parti
pour en être très très jaloux. Donc c'est ça, nous, le message fort que nous lançons. Le jour où vous aurez des Sénégalais qui s'engagent fondamentalement, profondément, courageusement, mais de manière en étant éclairés sur ces questions d'éducation, je vous assure que cette turbulence que nous sommes en train de vivre, nous allons les dépasser. Oui, je pense que sur cette question-là, vraiment c'est regrettable d'avoir perdu un étudiant. C'est une perte énorme. Maintenant, je pense que le gouvernement en a tiré les conclusions. Le chef de l'État a lui-même pris la question en main et les bourses ont été augmentées. Et depuis cette affaire-là, il n'y a pas eu, en tout cas à ma connaissance, de retard dans le paiement donc des bourses. Au moins, à quelque chose, malheur a été bon. Mais ce qui est important est vraiment de préserver l'université donc de toutes ces difficultés rencontrées ces dernières années.